Encore 48 heures pour connaître les animateurs de la future CENI. La plénière de ce mardi a été consacrée à la présentation des différentes listes de prétendants. Protéger la nature rime avec le respect de l'environnement. Une formation a été ouverte à l'intention des responsables des commissions diocésaines des 4 coins du Congo sur l'enseignement social de l'Église catholique. Du sang sur la route à Royal, un taxi-bus 207 a fini sa course sur le corps de paisibles passants. La folie au volant doit être punie. Antena, le journal, Dieu merci Nzob Mabiala. Madame, monsieur, bonsoir. Merci pour la sympathique attention que vous allez accorder à cette grande édition du journal télévisé sur votre chaîne. Vous venez de les suivre. Effectivement, il y a eu du sang à Royal il y a à peu près 1 heure. C'est un taxibus de marque Mercedes 207 appelé communément Esprit de mort qui a fini sa course sur les corps des innocents. Une vingtaine des passagers ont été blessés, dont un grièvement. Le véhicule 207 s'est renversé sur le flanc et les témoins de l'accident ont eu encore une fois l'occasion de fustiger la précipitation caractéristique des automobilistes, particulièrement ceux de 207, aujourd'hui fichés dans l'opinion comme étant des mauvais chauffeurs que Kinshasa n'ait jamais connus. La folie au volant, décidément, devrait être sévèrement punissable pour dissuader les conducteurs apprentis à abandonner le volant. Il faudra attendre 48 heures pour connaître les oiseaux rares qui siégeront au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce qui ressort de la plénière qui s'est tenue ce mardi 4 juin à l'Assemblée nationale. Plénière qui a porté justement sur l'examen du projet de résolution relatif à l'entérinement de la désignation des futurs membres de l'institution chargée de piloter le processus électoral en République démocratique du Congo. Les explications sont de Laïn Bofandombongo sur les images de Blaise Lunda. À travers cette plénière qui n'a duré que 20 minutes, Aubin Minakou tient à montrer à la face du monde qu'il est celui qui a placé son mandat pour le respect de textes. En effet, les appréhensions persistent au niveau des 14 groupes parlementaires, contre la majorité qui est de l'opposition, à en croire le président de la Chambre basse du Parlement. Il faudra encore 48 heures pour connaître les 13 membres qui animeront la Commission électorale nationale indépendante. Une décision saluée par quelques députés de la majorité. Le président a décrit ce qui se passe. Il y a quelques appréhensions, aussi bien dans la majorité que dans l'opposition. Et il a accordé aux uns et aux autres 48 heures pour pour arrondir les angles. Et dans 48 heures, c'est sûr que nous aurons les 13 noms des membres de la CENI. Les oiseaux rares. Mais l'opposition ne l'attend pas de cette oreille. Publiez les noms, madame. J'attends, il y a des principes, il y a l'équilibre des provinces, hein? Il y a la parité. Moi, je suis président de la sous-commission genre femmes et famille enfants. Il faut qu'on tienne compte de la parité. On doit avoir suffisamment de femmes dans l'actuel bureau de la CENI et toutes les provinces doivent être représentées, madame. Ce sont des principes. Est-ce que ces gens qui gèrent ont déjà eu à respecter le délai? Ce sera pour la première fois que le délai sera respecté pour des besoins de consommation extérieure. La loi sur l'opposition politique n'est pas encore respectée. Hein? Donc, beaucoup de lois ne sont pas respectées. Il n'y a pas que la loi sur la CENI qui doit être respectée. On respecte la loi sur la Cour constitutionnelle. S'agissant de la problématique du délai, la majorité pense qu'il y a encore une marge de manœuvre. Argument battu en brèche par l'opposition. Pour rappel, lors du débat à la Chambre basse du Parlement, peu avant de déposer les dites listes, chaque groupe parlementaire avait formulé des recommandations que le bureau devrait mettre en musique afin de guider les composantes, toutes tendances confondues, dans la désignation de leurs délégués. Monsieur l'abbé Apollinaire Malou, un nom bien connu dans l'opinion publique, mais cette fois-ci dans son étiquette de directeur général de l'Institut panafricain Cardinal Martino, a justement ouvert ce mardi 4 juin les assises des responsables diocésains pour la justice et la paix. Durant 10 jours, les participants vont s'attarder sur le thème, le défi de l'environnement, de la réconciliation, de la justice et de la paix en Afrique. Témoin de l'événement, Eric Izambi.
Beni. Blaise Munda. Pour l'enseignement social de l'Église, les représentants de l'ensemble des commissions diocésaines, justice et paix de la RDC sont à l'école de formation des formateurs. Ensemble, ils partagent leurs expériences en vue d'aller enrichir le leur à la base. Au nom de l'Institut panafricain Cardinal Martino, ces personnes engagées dans la pastorale sociale de l'Église envisagent la transformation de la vie des communautés à la base. Au niveau de l'Église, la question de l'environnement d'abord est placée sous le signe de la sauvegarde de la création. Le Créateur nous a légué tout ce qu'il y a, nous devons en prendre soin. Et nous devons en prendre soin aussi pour les générations futures. Alors c'est tous les défis de l'Afrique que nous allons passer en revue ici. Le défi de la gestion des ressources naturelles, le défi du réchauffement climatique, le défi aussi de la poursuite de ce qu'on appelle les agendas 21, c'est-à-dire la participation de tout le monde à cette question de l'environnement, selon Rio ou Rio plus 20, toutes ces déclarations qui nous ont mis sur la piste. Alors l'enseignement social de l'Église est riche. L'Église catholique, depuis Rerum Novarum, en 1891, jusqu'à nos jours, a pu nous donner un patrimoine très riche en enseignement, qui montre bien que le chrétien est engagé dans la société. Il est engagé dans la société. De nos différences devra naître la richesse pour qu'à l'unisson, puissions bâtir le Congo-Kinshasa et surtout les continents africains dans ce... Et vous le savez aussi que plus rien ne marche au sein de l'opposition, pas au sein de l'opposition politique, voulais-je dire. On parle tantôt de UDPS-FAC ou tantôt encore de UDPS-FAC et alliés. Le groupe UDPS-FAC est scindé en deux, portant ainsi préjudice à cette plateforme politique. Un comportement qui ne se justifie pas. Analyse de Papi Katassi. L'actualité politique en RDC en ces débuts de semaine reste dominée par les changements de dénomination d'un des groupes parlementaires qui est passé d'UDPS-FAC à UDPS et alliés. Ces changements est intervenu avec beaucoup de secousses samedi dernier au Palais du Peuple. Il ne s'est pas fait sans effusion de sang. Il y a eu des remous, beaucoup de remous qui ont divisé encore plus les membres formant ces groupes qui s'étaient constitués en deux camps qui s'opposaient. Si les premiers tenaient à ces changements qui a plusieurs implications, les seconds voyaient plus loin que les bouts de leur nez. S'y opposaient catégoriquement. Au finish, le deuxième groupe qui a bénéficié d'étonnants soutiens a gagné. Mais la fissure ainsi créée sera difficile à boucher. Les morceaux éparpillés ne se recolleront pas aisément. Déjà les perdants ne considèrent plus leurs amis d'hier seulement comme des opposants. Ils les assimilent désormais aux tenants du pouvoir. Eux, seuls sont désormais la vraie opposition. Cette seule vraie opposition accuse la majorité présidentielle de l'avoir manipulée et être victime d'une machination du pouvoir destinée à anéantir l'opposition. Notre opposition va de tiraillement en tiraillement, incapable de s'attendre, de se mettre d'accord sur un point. Mais il n'y a absolument rien d'étonnant dans ces comportements. C'est l'image même du politicien congolais dans toutes ses caractéristiques. Que peut-on attendre d'une telle classe politique une fois qu'elle tiendra les rênes du pouvoir entre ses mains? Quelle garantie donne-t-elle au peuple? Bientôt, il y aura organisation des élections locales. Si l'opposition politique veut passer de l'autre côté, elle doit s'employer résolument à peaufiner son image. Et dans l'objectif de renforcer la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Chine, le vice-ministre en charge de la coopération internationale et régionale Dismas Mangwengu s'est entretenu ce mardi 4 juin avec une forte délégation venue de la Chine conduite par son conseiller économique chinois Patrick Borel Mukendi et Mathieu Gadipovi pour le reportage. Dans le but d'améliorer la coopération bilatérale entre la Chine et la RDC, le conseiller économique chinois, avec toute sa délégation, a eu une séance de travail avec le vice-ministre à la coopération Dismas Mangwengu. Ensemble, ils ont évoqué la question de coopération en matière de transport, des technologies et des transferts de connaissances de l'expertise chinoise en RDC. Bien avant cela, la délégation chinoise a échangé avec 23 Congolais formés en novembre 2012 sur les modèles innovants chinois. Le gouvernement a pris la décision de former plus de 30 000 Africains dans les années à venir et donc ils ont besoin de connaître nos besoins à nous en matière de formation dans leur pays.
L'entretien avec le vice-ministre d'abord a permis de rassurer la partie chinoise que la RDC est disposée de continuer à envoyer ces cadres en formation pour s'inspirer du modèle chinois de développement. Le chef de la délégation, Yang Muang, a motivé les choix de ces domaines précités. Je suis très content d'arriver à RDC, une ville ancienne, mystérieuse et très amicale de la réception courtoise du Congo. Les anciens séminaristes sont très reconnaissants à l'égard de l'Institut d'Aliane et souhaitent aller vers la formation spécialisée pour un enrichissement mutuel. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a signé un protocole d'accord ce mardi 4 juin avec la SONAS, la DGI, l'INPP, la DGRK. L'objectif de ce protocole d'accord est d'emmener les automobilistes à s'acquitter de leurs devoirs vis-à-vis des structures précitées afin de diminuer le taux d'accidents de circulation à travers la ville, tel que nous le fait dire Willy Kacha. Des accidents de circulation à répétition sont devenus fréquents dans la capitale Kinshasa. Cette situation ne laisse pas indifférents les premiers citoyens de la ville, le gouverneur André Kimbuta Yango. Ces derniers ne veulent plus voir en circulation les véhicules non en règle en assurance, impôts, contrôle technique à partir du mois de septembre prochain. Il a initié une étude sur les mécanismes à mettre sur pied pour mettre fin aux accidents de circulation dus au mauvais état de véhicules. André Kimbuta n'a pas réfléchi seul. Il a eu au cours de cette étude les experts de la DGI, de la SONAS et des services de contrôle technique. Les différentes parties concernées par cette campagne ont signé un protocole d'accord ce mardi 4 juin à l'hôtel de ville. Il s'agit au fait de conditionner l'octroi ou la délivrance de plaques d'immatriculation, de la police d'assurance, des autorisations de transport des personnes et des biens par la présentation d'un certificat de contrôle technique. La SONAS, quant à elle, était représentée par son administrateur délégué. Carole Aguito Amela croit plutôt au succès du présent protocole d'accord. Nous saluons d'abord l'initiative de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui tient à cœur la sécurité de la population quinoise. Et nous, en tant qu'assureurs, notre rôle est celui de sécuriser à travers la police d'assurance automobile la population congolaise, la population quinoise en particulier, parce que nous savons tous qu'il y a des gros accidents qui se produisent dans la ville de Kinshasa. D'ores et déjà, l'hôtel de ville prépare un site opérationnel où seront hébergés les différents intervenants, à savoir la division urbaine, des transports et voies de communication, la SONAS, la DGI, la DGRK et des organismes de contrôle technique pour un guichet unique. On va cette fois-ci prendre la direction du Grand Hôtel Kinshasa, lieu d'ouverture de l'atelier d'actualisation du plan directeur national pour le développement du tourisme au ministère de l'Environnement. Et c'est le ministre de tutelle, Bavon Samputu, ministre donc de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, qui sera à la commande durant 3 jours. Patrick Borel-Mukendi, Mathieu Ngadipovi pour la suite. C'est dans les avant-midi que s'est ouvert l'atelier d'actualisation du plan directeur national pour le développement du tourisme au ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature. En présence de partenaires nationaux et internationaux, le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Bavon Samputu, a déclaré que l'aire de Congo est une destination touristique qui date de longtemps. Pour ne reprendre que quelques acteurs majeurs dans ce secteur, il y a lieu de signaler la volonté politique exprimée à des moments différents, à savoir la création du commissariat général du tourisme, la création du ministère de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme en 1975, la création du Fonds de promotion du tourisme en 1983, la création de l'Office national du tourisme en 1986, la création du secrétaire général du tourisme en 1992 et l'élément de direction du tourisme opérationnel au sein de l'environnement au niveau d'une administration centrale. L'élaboration du plan directeur pour le développement du tourisme en 1995, révisé en 2002, révalidé en 2009 et puis en 2009.
Pour le ministre de l'Environnement, le tourisme se classe en 5e position parmi les secteurs attractifs dans le monde d'exportation. Derrière le carburant, cela prouve à suffisance que la RDC doit reprendre sa place dans l'échiquier mondial comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Italie, la France, les États-Unis et le Brésil. Et par le tourisme, faire gagner beaucoup de devises au trésor public. Écho de nos provinces. Du 30 mai au 2 juin dernier, les techniciens agronomes du programme Village agricole ainsi que les inspecteurs de l'agriculture de territoire de la province du Bandundu ont suivi un atelier d'évaluation sur les activités de la programmation des villages agricoles. L'atelier a eu lieu au centre Ngondi à Massamouna dans le Bandundu avec comme objectif planifier la campagne agricole qui va débuter dans une semaine. Commentaire, Patricia Molengombo. 4 jours ont suffi pour les techniciens agronomes du programme Village agricole et inspecteurs de l'agriculture de territoire de la province du Bandundu d'évaluer les forces, faiblesses, menaces et opportunités de programmation des activités de village agricole de l'an 2013. Après 2 travaux en groupe, les participants ont constaté quelques éléments d'évaluation, à savoir le programme Village agricole de cette année a travaillé dans 7 territoires, c'est-à-dire 25 villages agricoles. Il ressort que 16 308 personnes ont pu bénéficier de manière directe de ce programme, soit 2718 ménages agricoles ont été atteints. L'agriculture et l'élevage sont là les 2 volets sur lesquels le programme repose. Sur le plan de l'agriculture, 7 cultures différentes dont le manioc ont fait l'objet de travail, c'est-à-dire plus de 11 millions de mètres linéaires de boutures que l'on peut replanter sur 4774 hectares. En ce qui concerne l'agriculture, on nous recommande de respecter strictement le calendrier agricole. On nous demande de respecter le choix de terrain par rapport aux besoins du bénéficiaire, enfin le choix des cultures aussi, par rapport aux besoins d'une part des bénéficiaires, mais aussi nous devons voir la question de notre visibilité d'autre part, parce que c'est grâce à cette visibilité justement que le programme Village agricole constitue finalement un miroir pour la province en ce moment. Rendu possible grâce à l'appui financier du gouverneur de province Jean Kamisendou, l'atelier a également connu la participation du directeur de cabinet du gouverneur qui a ouvert le travaux de l'atelier. Il se dégage également 2 travaux de cet atelier que les nouvelles activités ont été programmées pour la saison culturelle 2014 et elle vise à atteindre 10 000 ménages agricoles, soit 10 000 hectares de champs cultivés. La production attendue est de 66 308 tonnes de production, toutes spéculations confondues. On reste encore en province, cette fois-ci dans la province du Katanga, pour vous dire que le gouvernement a réceptionné ce mardi 4 juin 2013 à Lubumbashi 9 locomotives. Elles ont été acquises grâce au financement de la Banque mondiale dans le cadre du projet de transport multimodal. Ces engins vont renforcer le charroi ferroviaire de la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC. La cérémonie de réception et de remise de ces locomotives à la SNCC a été présidée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Le chef du gouvernement a été justement accompagné de quelques ministres, a fait le déplacement du chef-lieu du Katanga depuis hier lundi. Le projet de transport multimodal est financé par la Banque mondiale à hauteur de 218 850 millions de dollars américains, voulais-je dire. Je vous prie de suivre le Premier ministre à son arrivée hier lundi à Lubumbashi. Le Katanga a la particularité d'être le poumon économique de la République démocratique du Congo. Et notre présence ici, c'est notamment pour examiner les voies et moyens de pouvoir renforcer ces dynamismes économiques qui caractérisent la province pour le moment. Et particulièrement le secteur ferroviaire, pour lequel nous venons d'acquérir près de 9 locomotives pour relancer les activités de la SNCC, qui, comme vous le savez, est une des entreprises qui sont de nature à pouvoir relancer